Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo de paléontologie humaine pour rebondir sur l'actualité et sur les erreurs de compréhension des chercheurs sur une recherche qui a été faite, et d'ailleurs qui est une recherche assez intéressante, sur les australopithèques et sur leur dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'ils se sont aperçus, et on s'en doutait, j'en étais sûr, puisque je vous l'ai expliqué, déjà dans l'éveil des consciences, que les mâles étaient beaucoup plus gros que les femelles, mais bien sûr, si ils le découvrent et ils l'analysent, ils n'en ont pas encore trouvé les causes exactes, alors que les causes sont en face de vous, et je vais vous les expliquer. Mais je vais vous lire cet article, qui n'est pas un mauvais article, puisque on s'aperçoit qu'il y a un dimorphisme sexuel important chez les australopithèques, dont une branche a donné Homo habilis, et ensuite toute la lignée humaine, et il y a donc chez les australopithèques un grand dimorphisme sexuel, à peu près aussi marqué, je pense, j'ai pas lu tout l'article, mais je vais vous le lire, j'ai vu les erreurs, à peu près aussi marqué que chez les chimpanzés et les gorilles. N'oublions pas que les chimpanzés ont un ancêtre commun avec les australopithèques, c'est-à-dire avec les hommes, qui est entre 6 et 11 millions d'années, je ne me souviens plus exactement la date exacte, mais il y a une continuité, bien sûr, et une branche australopithèque va donner l'homme, où il reste bien sûr un dimorphisme sexuel, les hommes étant plus balèzes que les femmes, mais d'une façon moindre. Cette différence est moins perceptible chez l'humain que chez les gorilles, par exemple, ou même les chimpanzés. Donc, je vais vous parler de ça et je vais vous expliquer les causes qui donnent ce dimorphisme sexuel chez les australopithèques, qui ne sont pas les mêmes causes que pour les gorilles ou même les chimpanzés, puisque ce ne sont pas les mêmes milieux dans lesquels ils vivent. Et comme nous sommes les enfants du milieu et c'est le milieu qui nous forge, vous allez comprendre que les causes ne sont pas les mêmes et qu'il faut faire très attention dans les études, et il faut les lire avec toujours beaucoup de recul. Mais elles ont le mérite d'être là. Alors, je vais vous lire le petit article. Alors, c'est un article de Science et Vie qui a vulgarisé une recherche scientifique, et je vais vous le lire. Alors, Australopithèque, des femelles minuscules face à des mâles géants. Une étude révèle un écart de taille inédit. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'analyse des squelettes vieux de plusieurs millions d'années révèle que certaines espèces d'Australopithèques vivaient dans des sociétés dominées par une concurrence extrême entre mâles. Une réalité qui bouleverse notre compréhension de l'évolution des structures sociales chez les hominines. L'évolution humaine n'a jamais été un long fleuve tranquille. Derrière l'image souvent simplifiée de nos ancêtres se cache une mosaïque de formes de vie, des stratégies d'adaptation. À mesure que les techniques d'analyse progressent, les silhouettes floues du passé se précisent, révélant des contrastes insoupçonnés. Parmi les découvertes récentes, la diversité morphologique et sociale des australopithèques ouvre un nouveau regard sur nos origines. Des origines fossiles d'une divergence inattendue. Longtemps considérés comme un groupe relativement uniforme, les australopithèques s'avèrent aujourd'hui bien plus diversifiés qu'on ne l'imaginait. Une équipe menée par l'anthropologue Adam D. Gordon de l'université d'Albany a mis au point une méthode de reconstitution innovante permettant de corriger les biais liés à la fragmentation des fossiles, grâce à une technique de rééchantillonnage itératif appliquée à des os longs tels que les fémurs et l'humérus. L'analyse a pu inclure des spécimens partiels souvent écartés des études classiques, d'ailleurs c'est des fragments d'os, donc ils ont étudié ça. Alors cette avancée méthodologique, publiée dans American Journal
of Biological Anthropology en juillet 2025 révèle un dimorphisme sexuel particulièrement bien marqué chez les deux espèces emblématiques, Australopithecus afarensis, célèbre pour avoir livré le squelette de Lucie, et Australopithecus africanus, son cousin d'Afrique australe. Chez Australopithèque afarensis, les mâles surpassaient nettement les femelles en taille, pouvant dépasser des écarts observés chez les humains modernes ou même parmi les grands singes, gorilles, chimpanzés. A l'inverse, A. africanus présentait des différences moins marquées, bien que toujours significatives. Vous allez comprendre que c'est moins une lutte de mâles pour affronter des femelles. Alors ça joue bien sûr pour sélectionner les plus balèzes, mais c'est bien plus un milieu, une pression sélective sur les femelles, mais aussi bien sûr une continuité des luttes entre mâles, mais qui est en vérité bien moindre qu'ils ne le pensent, et je vais vous l'expliquer parce qu'il faut replacer ça dans le milieu dans lequel vivait Australopithèque. Alors Sitek Deli, qui relaie les travaux de Gordon, souligne que cette hétérogénéité au sein même du genre Australopithecus interroge directement les hypothèses traditionnelles sur leur évolution sociale. Alors, une vie sous tension entre compétition et reproduction. Le fossé corporel observé entre les sexes ne révèle pas uniquement d'une curiosité anatomique. Il témoigne des rapports sociaux profondément marqués par la rivalité. Alors beaucoup moins qu'on le pense parce qu'ils ont oublié une chose, il y a une énorme pression sélective dans le nouveau milieu que ces petits singes bipèdes, on peut même les appeler des hommes, certains voient dans les australopithèques un homo, il y a des grands débats. Alors, chez les espèces actuelles où les mâles dominent physiquement, comme les gorilles ou certains chimpanzés, l'accès aux femelles reproductrices est réservé à une poignée d'individus alpha. Le gigantisme devient alors un atout de compétition, conférant à ses détenteurs un avantage décisif dans les luttes d'influence. Alors, la lutte entre les mâles, je le répète encore une fois, a un avantage, on sélectionne le plus costaud, mais ça ne sert à rien d'avoir des mâles plus costauds que d'autres pour avoir les femelles, si ces mâles n'ont pas aussi une fonction de protection par rapport aux femelles. Donc il y a une sélection entre les mâles, sexuelle effectivement pour l'accès aux femelles, parce que les mâles pourront apporter une protection au groupe contre les prédateurs. Alors évidemment, les chimpanzés ont moins de prédateurs que les australopithèques, puisqu'en forêt, on peut grimper aux arbres directement, alors quand ça banne, les arbres sont rares, et à l'époque, il y avait énormément de fauves dangereux, et les gorilles, eux, par contre, c'est une lutte typique entre les mâles parce qu'ils ont quasiment aucun ennemi. On a vu quelques gorilles se faire tuer par des chimpanzés, mais ce n'était pas encore des dos argentés. En général, les gorilles n'ont pas trop d'ennemis. Donc là, c'est une vraie compétition entre les mâles. Mais chez les australopithèques, vous allez voir que c'est une erreur d'appréciation et de compréhension de l'individu parce qu'ils ne le placent pas dans leur milieu. Ils n'arrivent pas à revenir par l'esprit dans le passé, comme je peux vous le faire. Alors je ne vous le fais pas parce que je le sors de mon cul, je vous le fais parce que c'est ma spécialité. L'anatomie et la morphologie des primates et des hommes, et la biomécanique, c'est ma spécialité depuis 35 ans, on va dire, minimum. Voilà. Alors, l'analyse du dimorphisme chez A. afarensis semble pointer vers une organisation similaire. Le fait que les mâles soient à ce point plus massifs suggère des affrontements fréquents pour l'accès aux partenaires, voire une forme de polygynie, où un seul mâle contrôle plusieurs femelles. Dans un tel contexte, la sélection sexuelle agit avec intensité. Alors effectivement, il y a eu certains groupes qui ont conservé cela, particulièrement les paranthropes, puisqu'il y avait un dimorphisme sexuel qui est visiblement beaucoup plus important chez ces individus, avec une grosse crête sagittale, chez les mâles, une grosse tête, pour des raisons, en fin de compte, pour des comportements totalement différents. Alors l'accès aux femelles reproductives est réservé à une poignée d'individus alpha. Le gigantisme devient alors un statut de compétition, conférant à ses détenteurs un avantage décisif dans les luttes d'influence. L'analyse du dimorphisme chez afarensis semble pointer vers une organisation similaire. Le fait que les mâles soient à ce point massifs suggère des affrontements fréquents pour l'accès aux partenaires, voire une forme de polygynie. Alors ça, je vous l'ai dit. Alors, dans de tels contextes, la sélection sexuelle agit avec intensité, renforçant d'une génération à l'autre les traits physiques favorables au pouvoir reproductif. Ce modèle s'oppose à celui de A. africanus, dont
les proportions plus équilibrées pouvaient indiquer une pression moindre sur les mâles ou du moins des interactions sociales moins violentes. Alors là, on commence à arriver dans la réalité. Le simple fait que ces deux espèces aient cohabité pendant une période donnée renforce l'idée qu'il existait plusieurs façons simultanées d'être australopithèques. Quand les australopithèques échappent au modèle humain, chez les humains actuels, la différence entre hommes et femmes reste modérée. Cette relative proximité morphologique est souvent corrélée à des sociétés basées sur des liens durables du couple durable, où la compétition masculine est moins déterminante. Le contraste avec A. afarensis est donc d'autant plus saisissant. Cela signifie aussi que nos ancêtres ne suivaient pas tous une trajectoire linéaire vers une réduction des inégalités entre les sexes. Le dimorphisme ne renvoie pas qu'à une lutte entre mâles, il résulte aussi de contraintes spécifiques pesant sur les femelles, ce que je vous ai expliqué. Dans un environnement soumis à de fortes variations climatiques comme la savane, du Pliocène, la capacité de stocker de l'énergie et de supporter la grossesse, voilà, on y vient, et l'allaitement devient essentiel. Les plus petites femelles, moins énergivores, auraient donc été avantagées en période de stress, ce que l'on vous retrouve dans l'éveil des consciences environnementales. Ainsi, la divergence entre les sexes pourrait s'expliquer autant par la compétition masculine que par l'adaptation féminine à la rareté des ressources. Alors vous voyez que c'est pas lui qui a trouvé, c'est moi qui voulais expliquer le premier. Vous pouvez la voir dans l'éveil des consciences, tout ça est expliqué très clairement, la lutte entre les mâles, mais surtout, avant tout, le problème de pression sélective sur les femelles pour des raisons bien particulières que vous allez comprendre, des problèmes morphologiques et de milieu avec des prédateurs. En confrontant les fossiles à ce double éclairage, l'étude Adam-Gordon dépasse alors le cadre classique de la paléoanthropologie. Elle suggère que l'Australopithèque formait des groupes bien plus hétérogènes qu'on ne le croyait, capables d'explorer plusieurs stratégies évolutives à la fois. Je vous l'expliquais avec les paranthropes. Certains ont opté pour la force brute et la hiérarchie, ce que je vous explique avec les paranthropes dans l'éveil des consciences, et d'autres, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui ont exploité un système de groupes de mecs qui partent à la conquête de l'énergie, et des femelles qui restent près des arbres, prêtes à y monter, avec des petits à croissance lente dans leurs bras, et qui sont victimes des prédateurs, donc elles ont intérêt économique, un peu grasses du cul, et à ne pas être balèzes pour ne pas consommer beaucoup d'énergie et pouvoir utiliser leurs réserves énergétiques pour les petits. Alors d'autres pour un modèle plus tempéré. Aucun de ces choix n'est plus archaïque ou avancé. Ils incarnent simplement la richesse des voies empruntées dans l'histoire humaine. Alors, bien sûr, comme nous sommes en France, quand vous êtes en avance comme moi, de toute façon 35 000 exemplaires, avec tout ça qui est expliqué dedans, on ne parle pas de vous dans Science et Vie. C'est pas grave, puisque je suis ici, dans l'éveil des consciences. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe exactement. Quand on arrive en savane et qu'on est un petit bipède, un petit singe bipède, alors pas si petit que ça, parce que j'ai reconstruit musculairement récemment avec de magnifiques squelettes qui m'ont été envoyés, photographiés, comme je l'avais demandé dans certaines positions, des australopithèques d'Afrique du Sud, Sterk Mountain, c'est le laboratoire Sterk Mountain, ça qui m'a envoyé ça, c'est Julien Benoît, qui allait monter les escaliers du laboratoire pour me faire de belles photos. Donc j'ai fait de magnifiques reconstitutions que vous verrez dans mes prochains bouquins et que vous pouvez voir sur mon Facebook, si vous voulez, ou sur mon Instagram. Donc, alors là, c'est un australopithèque un peu tardif qui ressemble beaucoup plus à un homme qu'à un afarensis ou un africanus. Là, on est dans un truc qui est un cousin très proche de l'homme, voire un ancêtre de habilis. On est encore en train de se poser les questions. Mais c'est un chaînon manquant, visiblement, que je suis en train de reconstituer brillamment. Je suis le seul à pouvoir le faire. Alors, il faut savoir que quand un petit singe bipède arrive en savane, il y a énormément de problèmes pour les femelles. C'est-à-dire que c'est les premières qui subissent une énorme pression sélective, car elles sont bipèdes et elles ne peuvent plus monter facilement aux arbres et fuir les prédateurs, parce que en forêt, quand vous êtes en forêt, à la base, vous êtes bipède en forêt, ou bipédie balbutiante. En cas de l'arrivée d'un prédateur, vous pouvez grimper très vite et vous abriter. Quand vous êtes en savane, vous avez des
panthères, vous avez des félins à dents de sabre, hein, vous avez des lions, des hyènes, et tout un ensemble de faunes, de fauves et de prédateurs qui vont vous bouffer beaucoup plus de prédateurs à l'époque qu'il y a maintenant, hein, puisque les hommes ont quand même réduit sacrément le nombre des prédateurs dangereux, à part dans les parcs du Kenya, hein, ou d'ailleurs, hein, les parcs naturels, où ils sont très encadrés, hein, et on a encore quelques problèmes au Kenya, puisque là, récemment, on a vu des invasions de hyènes bouffer des gens aux abords des villes. Mais globalement, c'était quand même extrêmement dangereux. Donc les mâles, eux, pouvaient, bien sûr, se sont adaptés, et pouvaient aller chercher leur nourriture sans problème, surtout que l'avantage de la bipédie, hein, c'est que vous avez les membres supérieurs libérés, hein, de la locomotion, hein, et vous continuez à grimper aux arbres quand vous êtes un australopithèque. Alors, vous êtes bipède, hein, vous êtes un mâle australopithèque sympa, costaud encore, bien baraqué, puisque j'ai fait des reconstitutions, je peux vous dire que c'était des bons gros mâles costauds avec des gabarits proches des chimpanzés, mais bipèdes. Donc vous imaginez ce que fait un chimpanzé quand il est agressif. Imaginez un australopithèque qui a à peu près la même forme qu'un chimpanzé, hein, mais qui est bipède. Alors imaginez, il grimpe aux arbres, donc il tape très fort, et comme il y a une pression sélective qui s'est effectuée progressivement, il a perdu ses mains en crochet, et il a des mains avec les fléchisseurs des doigts qui se sont étendus, donc quand il grimpe, il a les mains qui ne se mettent pas en crochet, donc il a plus de chute, mais paradoxalement, ses mains se rapprochent celles de l'homme, avec un pouce qui s'est agrandi et les doigts, et l'ensemble de ses doigts qui s'est rétréci. Hein, pour quelle raison? Tout simplement pas pour faire des outils, ils en faisaient, mais ce n'était pas la base, mais pour fermer la fermeture du poing et saisir avec puissance des bâtons pour taper très puissamment de haut en bas, éventuellement jeter des cailloux, hein, mais c'était surtout extrêmement dangereux. Imaginez la force d'un chimpanzé qui tape de haut en bas, hein, et qui peut fracturer le nez d'un lion, hein, ou le nez d'une hyène ou d'une panthère qui vient le faire chier, surtout s'ils sont en groupe. Donc on a un primate bipède très proche du chimpanzé, mais qui en plus a la faculté de tenir très puissamment, poing fermé, des bâtons, donc d'avoir une arme contendante, pas forcément un outil travaillé, bien qu'on sait qu'il cassait des pierres rudimentaires, hein, au début. Donc il y avait une pensée quand même de faire des outils, et d'après les dernières études qui sont sorties le mois dernier, et on remercie les chercheurs, hein, ils ont fait des analyses, ils allaient faire jusqu'à plusieurs, presque 10 000 kilomètres, hein, pour aller chercher des cailloux, hein, qui étaient bien conformés pour pouvoir les casser et les utiliser. Donc on voit que ça cogitait déjà dans ces petites têtes d'australopithèques, hein, primitifs. Donc c'est assez, on suppose que c'est des australopithèques qui ont fait ça. Alors il y avait peut-être des débuts d'homo, en tout cas des trucs proches de célibat, donc on ne les a pas, mais c'est assez intéressant de le comprendre, hein. Donc à l'époque, ils n'étaient pas totalement cons non plus. Mais la pression sélective se fait sur les femelles, pas sur les mâles, puisque les mâles peuvent, armés de bâtons, aller à la conquête du territoire pour ramener des aliments carnés, hein, qu'ils vont prendre sur des charognes fraîches, en observant les vols de vautours, en se rapprochant des prédateurs de taille moyenne, hein, doucement, en évitant, bien sûr, ils ne marchent pas très bien, hein, mais ils marchent quand même, hein, ils font des kilomètres, hein, ils n'ont pas encore un pied comme le nôtre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pouce opposable, ça a disparu, ils se le pètent, hein, j'ai fait des belles études là-dessus, hein, ils m'ont envoyé les photos de squelettes. Ils ont des énormes fléchisseurs des orteils, c'est-à-dire que quand ils grimpent aux arbres, ils grimpent encore aux arbres, ils ne grimpent pas en saisissant les branches, puisqu'ils n'ont plus de pouce opposable, mais ils peuvent encore fléchir énormément les pieds, hein, sur les troncs, hein, et continuer à grimper, mais sans les mains en crochet, hein. Donc ils ont perdu certaines facultés de grimper, mais ont toute la partie supérieure, hein, extrêmement musclée pour grimper, pour saisir, se hisser dans les arbres. C'est intéressant, l'anatomie mène à tout, hein. Et par contre, hein, ils n'ont pas une marche autant économique qu'un humain moderne, avec un tendon du solaire, hein, le célèbre tendon d'Achille et tous ces fascias, hein, qui sont dans la partie inférieure de la jambe pour pouvoir propulser économiquement l'individu. Donc, ils ont une marche un peu étrange, peu économique et particulièrement musculaire, hein.
Donc c'est intéressant de voir ça, mais ils peuvent se déplacer en groupe de mecs avec des bâtons dans les mains et affronter en groupe des petits prédateurs, plutôt les faire fuir et piquer la viande fraîche et la ramener aux femelles qui, elles, ne peuvent pas les accompagner pour des raisons très simples. C'est qu'elles ont des petits bébés dans les bras, comme elles sont bipèdes, elles ne peuvent plus les porter sur le dos comme les chimpanzés. Elles n'ont pas un bassin elles ont un bassin très large pour leur taille, mais elles ont une grosse cage thoracique avec, surtout en cloche, avec un gros système digestif, puisqu'ils mangent encore des végétaux et sont obligés de fermenter des végétaux, pas fermentation bactérienne, ils ont encore un gros côlon et un intestin de taille plus importante que les humains modernes, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir de rotation de taille, nos chères femelles, et elles ne peuvent pas porter leurs petits comme en selle, portés sur les hanches, comme le font les mamans humaines, ou même les mamans habilis, qui viendront après, avec cette réduction de la taille. Ils mangent encore beaucoup de végétaux, alors un peu de feuilles, il en restait encore, un peu de racines, mais ils rajoutent progressivement beaucoup de viande qu'ils ne chassent pas forcément, par les petits rongeurs, ou les termites, si c'est animal, mais c'est pas de la viande, mais ils vont, pas charogner, mais récupérer des proies fraîchement abattues, c'est-à-dire pas de la charogne, mais de la proie fraîche. Une blague, ça serait dire de la charogne fraîche, mais parce qu'ils peuvent pas bien digérer les viandes pourries avec des pathogènes bactériens dedans, c'est pas possible pour eux. Ils n'ont pas l'estomac assez acide puisqu'ils sont aussi un peu omnivores. Mais les mâles vont rechercher ça. Donc les mâles sont très dangereux, restent costauds. Il va y avoir des compétitions entre mâles, bien sûr pour les femelles, mais on n'est pas sur une structure avec un seul mâle, comme chez les gorilles, qui va s'imposer parmi les mâles, chasser les juvéniles pour pouvoir avoir son harem de femelles. Une compétition, vraiment une sélection sexuelle chez les gorilles, pour avoir un gros mâle baraqué qui défendra les femelles aussi s'il y a des fauves, s'il y a des problèmes. Mais il n'y en a pas tant que c'est à quelques panthères, mais ils ne vont pas s'amuser à attaquer des gorilles. Mais c'est surtout une véritable sélection sexuelle. Chez les chimpanzés, ça va être des structures un peu similaires, mais avec moins de compétition entre mâles dans le même groupe, chez les chimpanzés, mais des groupes de potes de chimpanzés avec un mâle dominant qui fait des alliances, mais qui vont, dans des guerres de chimpanzés, éloigner les mâles des tribus voisines, pour conserver ces gènes, c'est inscrit en eux, ils ne le savent pas, et ils vont aussi, à ce moment-là, avoir un système où, en groupe de chimpanzés, ils vont faire des guerres, littéralement, en groupe de chimpanzés mâles, pour dégager les autres mâles, laissant passer par porosité dans leur territoire les femelles des autres groupes, et faisant en sorte d'en accueillir un maximum. Donc oui, il y a une compétition sexuelle chez les chimpanzés, mais ça sera plus une compétition sexuelle entre mâles de groupes différents, et donc il va y avoir comme une hiérarchie sexuelle qui va s'imposer sur le groupe pour avoir une hiérarchie avec le mâle le plus intelligent, le plus costaud, le plus cruel, celui capable d'être sympa et de créer des alliances, un peu comme chez nous les humains, pas pour écraser les autres mâles du groupe et leur empêcher l'accès aux femelles, mais pour écraser les mâles d'un groupe voisin qui viendraient casser les couilles pour prendre le territoire et les femelles. On voit que les chimpanzés sont très humains, d'ailleurs c'est normal, c'est notre cousin le plus proche, de véritables sales bêtes comme les hommes, capables de générer des guerres et d'une méchanceté monstrueuse, puisqu'ils ont un ancêtre commun avec les hommes et avec les australopithèques, c'est notre plus proche cousin. Mais la structure des australopithèques va profondément changer, puisqu'il va y avoir une réduction de la taille des femelles. Les mâles vont continuer à avoir une structure assez similaire à celle des chimpanzés, mais beaucoup moins partouzeurs et moins d'attachement, avec plus d'attachement pour les australopithèques à une femelle. Il va y avoir un commencement de naissance, on va dire, du couple, typiquement
humain et de l'attention du mâle à la femelle, et les femelles vont en même temps réduire en taille. Alors elles vont réduire en taille pour quelle raison? Pour la raison qu'elles ne peuvent pas aller en savane, il y a trop de lions, elles sont obligées de rester, de lions, de fauves, près des arbres, leurs petits dans les bras, elles ont du mal à les porter puisqu'elles ne peuvent pas les mettre sur les hanches, comme je vous l'ai expliqué, puisqu'elles ont un gros bide fait pour aussi fermenter les végétaux. Elles sont très très vulnérables, donc elles n'ont qu'une seule solution. En tout cas, c'est pas elles qui choisissent, c'est la sélection naturelle qui va choisir. Celles qui survivent et qui transmettent le mieux leur gènes, c'est les femelles qui réduisent en taille, bien sûr, puisque c'est plus économique, ça consomme moins, ça bouffe moins une petite femelle qu'une grosse femelle, et en plus, ça va faire des réserves de gras, donc elles seront moins musculaires, un peu plus grasses, il va commencer à y avoir des réserves de gras qui vont apparaître sur leurs fesses pour ne pas trop s'éloigner des arbres, vivre de cueillette et un peu de récupération de termites et d'autres petits rongeurs autour des arbres, mais sans s'éloigner, laissant les hommes partir à la conquête de la savane, leur rapporter à manger. Les hommes vont, bien sûr, les mâles australopithèques, donc sélectionnés pour être déjà plus costauds, avec une petite sélection sexuelle entre eux, c'est-à-dire que le mâle le plus costaud, le mâle le plus cruel, ou celui qui fait aussi des alliances, pourra s'associer à d'autres individus, pourra avoir le plus d'emprise et de pouvoir sur les autres, et à ce moment-là, aura aussi la possibilité d'avoir peut-être le plus de femelles. Mais il reste, chez les australopithèques, un début de véritable couple et d'attachement du mâle à la femelle pour une raison énergétique de nourrissage, puisque les femelles, malheureusement, ne peuvent plus se nourrir et sont obligées d'attendre près des arbres avec leurs petits dans les bras, ne pouvant plus vaquer à leurs occupations, ne pouvant plus nourrir leurs petits, comme nourrissent leurs petits les femelles chimpanzés et les femelles gorilles. N'oubliez pas que en forêt, nos cousins les chimpanzés, et nos cousins encore plus éloignés, les gorilles, ce sont les femelles qui nourrissent les petits. Donc le mâle gorille va lui s'imposer et baiser toutes les femelles qu'il a, s'occuper de sa famille à plusieurs femelles, donc il est polygame. Et chez les chimpanzés, c'est le mâle dominant qui baise le plus de femelles, qui va pouvoir avoir le plus de femelles, mais en période d'oestrus, donc de fertilité des femelles, d'oestrus, il va y avoir une espèce de compétition entre mâles chez les chimpanzés, où bien sûr le mâle dominant aura accès à plus de femelles qui demanderont son intérêt, qui voient son intérêt et qui seront attirées par lui, puisque les autres auront peur d'y aller à sa place, mais les autres mâles seront cachés pour pouvoir éventuellement, en période d'oestrus, passer après le mâle dominant. Donc une compétition qui favorise le mâle dominant tout en laissant la possibilité aux autres de baiser quand les femelles sont en période d'oestrus, c'est-à-dire en période de fertilité, d'ovulation. Chez les australopithèques, ça va profondément différer, ça va profondément se différencier, puisque à ce moment-là, il y a une unité dans les groupes d'australopithèques qui repartent et chaque australopithèque revient et va s'attacher à une femelle pour pouvoir la nourrir en échange de soins, d'épouillage et bien sûr d'attention, de caresses et de sexe. C'est le début de sexe contre énergie puisque les femelles australopithèques, elles, ne peuvent pas se nourrir toutes seules puisque la savane est remplie de fauves et que la forêt où il y a des chimpanzés, par exemple, ils y sont restés, ils ont évolué aussi, cette forêt n'a pas beaucoup de fauves, et de toute façon, on peut monter rapidement aux arbres. En savane, on reste près des arbres et près des points d'eau quand on est une femelle. Et on est dépendante des hommes. Le début du patriarcat primitif chez les australopithèques, avec des groupes de mecs soudés qui vont chercher la nourriture. Donc, échange sexe contre énergie. Les femelles ont intérêt à être beaucoup plus petites et économiques. Ont intérêt à se couvrir de gras, donc sélection des femelles les plus grasses, avec des culs un peu plus grasses. Elles vont commencer à avoir une adiposité proche des adiposités de ce qui fera l'homme, des femelles humaines, c'est-à-dire sur les fesses, un peu sur la poitrine, sur les hanches.
et à ce moment-là, elles pourront survivre parce qu'elles sont économiques, elles font des réserves de nourriture et elles compensent le manque de nourriture parce qu'elles ne peuvent plus aller chercher de la nourriture en échangeant aux mâles qui reviennent de leur chasse avec leur bâton, de la viande. Elles vont rechercher, elles vont récupérer les restes des os, avec un peu dessus de viande aux articulations du collagène, c'est très bon pour les tissus de maintien, et dans les os, un peu de moelle qui est extrêmement riche, les mâles se nourrissant bien sûr sur le terrain ensemble des restes frais, en ayant fait fuir les prédateurs qui eux auront chassé. Donc ils vont bouffer un max près des carcasses, ils vont revenir avec des morceaux de carcasse, un peu décharnés, où ils ont enlevé un peu la viande, et carie, on va dire, mais où il restera quand même de la viande autour des morceaux de fémur, autour des articulations et bien sûr dans les os longs de la moelle, qui est extrêmement énergétique, de la graisse salvatrice qui sauvera les femelles et que les femelles casseront avec des cailloux puisque elles sont déjà habituées depuis des millénaires à casser des noix en forêt. Donc on voit qu'il y a détournement de fonction, on casse des noix, maintenant on casse des os, toujours pour en tirer du gras, le gras des graines des noix et le gras de la moelle dans les os. Donc c'est comme ça que les femelles ont survécu, mais pour survivre, elles devaient baisser d'un cran en volume, musculaire et en taille, donc squelette plus petit, muscles plus petits, réserve de graisse plus importante, pour métabolisme plus lent, elles restent sur place sans trop bouger, pour pouvoir nourrir leurs petits. N'oubliez pas qu'elles mangent et elles vivent pour 2 individus à un certain moment, c'est elles qui récupèrent l'énergie, elles le demandent aux hommes, aux mâles, en échange de sexe, pour pouvoir le refiler à leurs petits après, et comme ça, l'humanité, par les australopithèques, a été sauvée. Alors, il a existé des systèmes un peu différents, et on voit que c'est Africanus, qui visiblement un système proche de Paranthrope, du Paranthrope, ce cousin qui a vécu même avec les Homo habilis, ces premiers hommes, c'est une branche qui a disparu après, puisque le système n'était pas super économique, où il y a des systèmes plus proches des gorilles, avec un énorme dimorphisme sexuel, qui n'est pas sur les femelles à cause justement de la perte de taille des femelles pour rester près des arbres, mais c'est une structure qui s'est basée sur tout le monde cherche la bouffe ensemble, les femelles continuent à aller chercher leur nourriture, alors plus ou moins bien sûr, mais on voit un tel dimorphisme sexuel que ça ne peut être expliqué économiquement que par ça. C'est tout le temps de l'économie, l'étude des animaux. Si vous ne pensez pas comme un vendeur de jeans du sentier ou comme un épicier tunisien, maintenant c'est des Pakistanais à Paris, mais je vous parle du milieu, vous n'allez pas comprendre l'évolution, c'est toujours des calculs qui paraissent sordides, mais des calculs économiques. Donc, quand vous êtes un paranthrope, vous êtes un mâle costaud, vous affrontez les autres paranthropes, le plus balèze dégage tout le monde et va, avec son groupe de femelles et quelques juvéniles, bâton à la main, chercher de la nourriture, et les femelles le suivent, ils sont mobiles, il fait peur, il est gros, il est costaud, il a son bâton, ils sont quelques mâles, mais pas des groupes importants comme les australopithèques classiques, à 46, c'est ça, et après, célibat, bien sûr, qui donneront, célibat donnera probablement habilis, ou en tout cas un de ses cousins, et les paranthropes, eux, qui peuvent ressembler, je crois, à Africanus, c'est ça, qui est plutôt costaud, qui a peut-être évolué vers un système proche de Africanus, lui va avoir un véritable dimorphisme sexuel qui est induit par la lutte entre les mâles pour les femelles, sélectionnant les individus les plus gros, dans le but de défendre les femelles, moins pour les gorilles. Les gorilles, eux, ils ne défendent pas les femelles, c'est uniquement de défendre les femelles contre les autres mâles qui voudraient les baiser. Pour paranthrope, et vivant, je crois que c'est Africanus, on me corrigera, pour pouvoir s'imposer auprès des mâles, pour nos australopithèques qui ont pris la branche, et paranthrope, la branche paranthropique, pour pouvoir avoir les femelles, mais aussi les défendre quand elles viennent avec eux
en savane chercher leur bouffe, hein, et qu'elles ne restent pas près des arbres comme les autres australopithèques qui ont trouvé ce système grandiose du partage des tâches et de l'échange sexe contre énergie, hein, générant des femelles très petites, hein, et des mâles plutôt costauds, mais moins qu'un gros paranthrope, hein, ou qu'un africanus, hein, c'est ça, hein, balèze, avec des femelles qui peut-être vont avec lui. Mais la branche qui a donné l'homme est une branche qui a, elle, un groupe de mâles qui part entre potes, bâton à la main, affronter la dure savane pour en rapporter de l'énergie aux femmes qui leur échangeront, des petites femmes un peu maigrelettes, hein, par rapport aux mâles balèzes, hein, pour pouvoir être économiques et qui leur échangeront de la nourriture contre de l'attention, de l'épouillage et bien sûr du sexe. Sexe contre énergie, ça fait des petites femelles et des mâles plus costauds, mais moins que des mâles à harem, hein. Mais ça fait aussi des couples, hein, et des mâles qui vont s'attacher affectivement aux femelles, pas parce qu'ils sont super gentils et qu'ils sont romantiques, mais parce que ceux qui s'attachent le plus affectivement aux femelles et qui partent affronter la savane et reviennent pour nourrir leurs petites femelles économiques et grassouillettes, c'est ceux qui transmettent le mieux leur gène, puisqu'en rapportant de la nourriture, en espérant avoir du sexe et de l'épouillage, eh ben, ils vont augmenter leur probabilité de transmettre leur gène avec des femelles bien nourries qui pourront bien allaiter et bien porter les petits et bien les protéger et les éduquer parce qu'elles sont bien nourries par leur mâle courageux qui part en savane et qui les aime. Donc c'est la véritable naissance du couple, c'est les australopithèques et ça génère un certain dimorphisme sexuel qui est moins dans la lutte entre les mâles, hein, mais plus dans le besoin d'économiser de l'énergie des femelles, mais des mâles qui restent quand même costauds pour pouvoir affronter le monde et la savane. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous parler un peu d'évolution et pour vous expliquer un peu d'où nous venons et quelle était la vie de nos ancêtres australopithèques. Alors, ils n'ont pas tous été nos ancêtres, bien sûr. Une branche a fait l'humanité, et c'est la branche sexe contre énergie, hein, et vous avez tout dans l'éveil des consciences, avec de magnifiques schémas sur les australopithèques, hein. J'en ai fait plein, je continue à en faire plein, hein. Je ne sais pas, ils sont où, il faut que je les retrouve, hein. Oui, après je traite tous les... Vous voyez, voilà, je traite tous les types humains. Voilà, le schéma qui vous montre le problème des femelles australopithèques par rapport aux autres, hein, les femelles humaines. Si vous avez été papa, vous avez vu les mamans porter, hein, les petits sur les hanches, et si vous avez été petit, il faut vous souvenir comme votre maman vous portait, hein. Vous voyez, les australopithèques ne peuvent pas faire ça, ce qui pose un grave problème, hein. Et vous voyez, voilà, ici, une femelle chimpanzé qui porte son petit sur le dos, ce qui est facile. Donc vous avez tout dans ce bouquin. Je suis en train de reconstruire actuellement, je ne sais pas si je les ai ici, des beaux australopithèques. Ouais, je les ai de loin, hein. Voilà, on en fait plein, mais celui-là, il a été refait parce que le squelette n'était pas très bon. Donc on l'a refait après. Je dois en avoir d'autres pour vous montrer un peu le boulot, hein, que vous compreniez un peu comment ça se passe et comment ça se travaille. Je dois avoir... je ne les retrouve pas, je vous les montrerai. Je les montrerai la prochaine fois. De toute façon, vous les avez sur ma page Facebook. Hein, vous les avez, vous tapez Delavier Australopithèque et vous les trouverez. Donc voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous parler un peu d'évolution et pour vous expliquer les pressions sélectives qui génèrent un dimorphisme sexuel chez les australopithèques, chez les hommes, qui n'en ont les hommes, hein, bien sûr, et chez les paranthropes et chez les gorilles et les chimpanzés. Et vous voyez que ce n'est pas toujours les mêmes pressions sélectives qui vont générer des différences de taille, hein, entre les mâles et les femelles. Et c'est toujours intéressant de le comprendre et de l'analyser. J'essaie de trouver les dessins, non, je ne les ai pas.
Je les mettrai ailleurs. J'ai juste les anciens. Voilà, c'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.